avons la chance ce matin d'accueillir un éminent neuroscientifique. Pierre-Marie Liébaud est notamment connu pour ses études sur l'interaction entre les entrées sensorielles et la plasticité du cerveau. Ses recherches ont utilisé des techniques issues des neurosciences moléculaires pour explorer, entre autres, les mécanismes du câblage neuronal. Un tel travail permettrait d'obtenir des informations et des répercussions sur les troubles du développement, ainsi que sur les troubles de l'apprentissage, de l'éducation et de l'humeur. M. Liébaud dirige également le laboratoire Gènes, Synapses et Cognition du CNRS, avec Pierre-Jean Coringer, le laboratoire Perception et Mémoire et le cours de neurosciences à l'Institut Pasteur. Il est professeur invité régulièrement à Harvard, où il passe plusieurs semaines par an. Il est membre de l'Academia Europaea. Il a été nommé président du conseil scientifique, section neurosciences du Fonds national belge de la recherche scientifique. Il est auteur de nombreux ouvrages, Un cerveau sur mesure, Le cerveau, la machine de l'humain. Il a collaboré avec Jean-Didier Vincent au livre Le cerveau sur mesure, qui a connu un large succès. C'est pour nous un plaisir de l'accueillir ce matin. C'est évidemment nécessaire pour nous, pour mêler à la fois l'aspect scientifique que nous avons commencé hier, de manière un peu historique, et aujourd'hui avec les neurosciences. Je vous demande d'accueillir très chaleureusement M. Pierre-Marie Liébaud. Merci beaucoup pour cette introduction si élogieuse que je ne m'y suis pas retrouvé. En tout cas, merci Xavier, merci Pierre et les autres pour avoir pris soin de moi si efficacement. Merci aussi à vous tous d'être présents ce matin pour échanger autour d'un sujet effectivement d'actualité dans le domaine des sciences, qui est la compréhension du cerveau. Et ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est de définir ce qu'est l'humain à l'aune du fonctionnement de ce cerveau, de comprendre ce qu'est la motivation, de comprendre ce qu'est le désir et le plaisir, de comprendre, quand on parle d'imagination, quel est l'état cérébral qui nous permet de penser en dehors de la boîte, comme vous allez pouvoir le vivre durant cette semaine, j'en suis certain. Donc on va voir ensemble ce qui nous rend finalement humains, et rappelez-vous ce que nous dit Erasmus, on ne naît pas humain mais on le devient. Ce devenir se fait par l'éducation, et donc vous êtes là pour subir des transformations. Votre cerveau va être transformé par des informations. Et donc ce que j'aimerais rapidement voir avec vous, c'est comment ce cerveau nourrit cette appétence qu'il a au changement. Et vous savez que beaucoup de termes en « in » sont des poisons. La cocaïne, l'héroïne sont des poisons pour notre cerveau. Mais vous allez voir aussi que la routine est un poison pour notre cerveau, parce que ce cerveau n'a de cesse que de vouloir s'émerveiller, se poser des questions et se nourrir du changement. On verra donc que le cerveau se nourrit du changement et se détruit de la routine. Voilà donc un préambule à cette rencontre pour nous montrer les pouvoirs un peu incroyables de ce cerveau et de voir qu'il existe peut-être des modes de pensée qu'on pourrait qualifier de manager neuro-amical. Voilà, on va voir qui est le manager neuro-amical qui va prendre soin de son conjoint, de ses enfants, de l'équipe qu'il dirige, parce qu'il y a des règles de conduite à tenir pour que ce cerveau continue à s'émerveiller, qu'il continue à se nourrir du changement. Alors, c'est effectivement une grande frontière que nous sommes en train de franchir au XXIe siècle. Vous savez que le XIXe siècle a été, d'un point de vue scientifique, la révolution portée au XIXe siècle, c'est le monde de la chimie. Il n'y a pratiquement pas une molécule aujourd'hui qui n'ait pas été inventée au XIXe siècle. Le XXe siècle est le monde de la physique. On bascule dans un monde quantique, dans un monde des probabilités, plutôt que dans un monde déterminé. Et le XXIe siècle, on tire le voile qui recouvrait cet organe mystérieux, et on découvre ce qu'est l'humain, non plus par des courants idéologiques qui ont eu leur heure de gloire dans les années 70, les analyses transactionnelles, la psychanalyse et d'autres courants de pensée, même l'éducation, étaient pensés par l'idée qu'on avait
de ce qu'était l'humain. Et arrive cette révolution des neurosciences, on parle des neurosciences parce qu'il s'agit de sciences de la convergence, où l'on va convoquer la physique, la chimie, la médecine, l'informatique, les mathématiques, la biologie. Comprendre notre cerveau, c'est aussi avoir un regard évolutif et historique de notre cerveau. Donc, toutes ces disciplines sont convoquées pour qu'on regarde de façon naïve et empirique comment fonctionne ce cerveau. Et aujourd'hui, de ces règles découlent des fonctionnements, des modes opératoires que nous devrions tous mettre en place pour revisiter les modes d'éducation. Et je travaille avec notre ministre de l'Éducation pour apporter des outils empruntés donc au monde de la science et non plus dans ces courants idéologiques pour qu'on comprenne un peu mieux l'ennui, par exemple, sur les bancs de l'école. Je sais que ce n'est pas votre histoire, mais malheureusement, ça arrive bien souvent. Donc voilà, revisiter l'humain à l'aune de ces découvertes scientifiques, sans préjugés, sans idées préconçues. Et peut-être que de toutes ces recherches, peut-être que cette diapositive va illustrer ce qui, pour moi, nous rend humains. Alors vous avez ici cet autoportrait de Magritte qui regarde un œuf, mais le peintre dessine un oiseau. Alors ma conférence, évidemment, ne va pas traiter de l'impact de l'esthétisme sur le fonctionnement du cerveau. C'est passionnant, mais je n'aurai pas le temps. Mais plutôt de vous montrer combien notre cerveau est prompt à produire des images mentales. Et vous savez que Magritte excelle dans cette représentation des images mentales qu'il a faites au travers de ses peintures. Mais ce que je veux vous montrer ici, c'est que vous avez le propre de l'humain. C'est de voir un devenir, voir un futur aux objets, aux concepts, aux images qu'il regarde. Vous avez un peintre qui voit un œuf. N'importe quel animal sur Terre verrait un œuf, objet alimentaire, un serpent ou d'autres animaux se diraient « tiens, voilà, à table, on va manger ». Mais seul l'humain voit au travers de cet objet un devenir. Et là, je mets l'accent sur le fait que l'être humain se définit comme un être porteur de désir. Qu'est le désir ? C'est simplement une activité mentale qui nous transporte dans le futur, nous fait visiter le futur et vous ramène dans le présent et modifiera votre comportement, vos actions à l'aune de ce que vous avez simulé dans le futur. Aucun autre animal, j'insiste beaucoup et je sais que j'aurai des questions là-dessus, aucun autre animal n'est capable de voyager dans le futur et revenir dans le présent pour modifier son comportement. Je suis en train de vous dire ce que disait Sénèque. Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. À sa façon, Sénèque nous disait « Ah oui, l'être humain a des lobes frontaux. Et ces lobes frontaux sont une machine bayésienne. » Pour ceux qui aiment les statistiques, on parle d'inférence bayésienne. Eh bien, les lobes frontaux, c'est le propre de l'humain, c'est d'être une machine bayésienne qui nous fasse véhiculer, voyager dans le futur et modifier nos comportements, non pas à l'aune d'une récompense, le plaisir, mais plutôt par le désir. Donc ne confondons pas désir et plaisir. Le plaisir, je vis le présent. Le désir, je vis le futur. Vous voyez, ça, c'est par exemple un clin d'œil à Houellebecq, dans son dernier ouvrage intitulé « Sérotonine ». Car la substance chimique qui nous permet de vivre le désir s'appelle la sérotonine. Et quand on n'en a plus dans le cerveau, on prend du Prozac. Ou on s'inscrit à l'Imagination Week, parce que c'est à peu près la même chose. Vous allez voyager dans le futur avec tous les conférenciers que vous allez avoir durant cette semaine. Donc voilà, j'aimerais partager avec vous les 4 points suivants. Premièrement, notre cerveau est une machine avec une grande appétence au changement, à la surprise, à la nouveauté. C'est là que vous allez trouver l'ancrage pour comprendre ce qu'est la motivation. On ne motive pas les gens, on leur fait confiance. Parce que le cerveau est intrinsèquement programmé pour découvrir, pour explorer. Deuxièmement, on comprendra qu'il y a juste un tout petit problème aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est notre rapport au temps. Car pour créer, encore faut-il avoir cette vision des 3 temps, le passé, le présent et le futur. On verra que
la société est moins permissive au désir et plutôt donne une priorité au plaisir et au temps présent, au présentiel. Troisièmement, on verra très rapidement dans quelles conditions notre cerveau peut arriver à s'épanouir, et l'on verra là qu'il faut maintenir sur une balance les deux plateaux à peu près à la même hauteur, plaisir et désir. On comprendra donc que nous avons besoin de ces récompenses lorsque nous sommes dans l'action, l'agir, mais également ces actions qui produisent du plaisir doivent s'inscrire dans un objectif à beaucoup plus long terme, qui est le désir. Et enfin, si on n'a pas vraiment compris ce dernier point, on n'a rien compris de ce qu'est l'humain. En biologie, on parle de plantes ou d'animaux autotrophes. Ce sont des organismes capables de se développer. Vous voyez, une plante avec des racines dans le sol et du soleil peut se développer toute seule. Elle est autotrophe. Puis vous avez des animaux qui sont dits hétérotrophes. Pour se nourrir, ils ont besoin des autres. La vache, elle a besoin de l'herbe. L'humain, il a besoin de la vache. Enfin, sauf pour les véganes. Mais donc, vous avez des organismes en biologie qui ont été déterminés comme étant autotrophes et hétérotrophes. Et je dirais que l'humain est encore un autre organisme très particulier. Il est anthropotrophe, c'est-à-dire que la plus grande nourriture qui le conduira à se développer est la rencontre dans l'altérité, l'autre. Et que très rapidement, ce que je vais essayer de dessiner avec vous aujourd'hui, c'est 3 formes d'intelligence. Comprendre qu'il existe une intelligence rationnelle, mais attention, n'utilisez pas que celle-ci, parce que vous saurez ubériser un jour ou l'autre, puisqu'on a délégué ça dans les algorithmes. On a une autre forme d'intelligence, qui est l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est intéressant, puisque c'est la rencontre du cerveau et du corps. Du temps de Descartes, on parlait de l'âme et du corps. Et puis, il y a une troisième forme d'intelligence qui va être de rassembler des beaux cerveaux comme vous, de les mettre ensemble. Et si on ne prend pas soin à satisfaire 5 lois, quand on veut faire émerger de l'intelligence collective, eh bien, on aura plutôt de l'intelligence dégradée. Mais je sais qu'on vous a préparé à cela et vous devez vous préparer à cela. Donc, pour que notre intelligence puisse être supérieure aux machines, puisse être supérieure à n'importe quelle forme d'intelligence inventée sur cette planète, nous devons avoir recours à cette intelligence collective et satisfaire quelques lois que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Donc, pensez à cette idée que l'homme est un animal très particulier qui se développe qu'au travers des autres. Il n'y aurait pas, s'il n'y avait pas eu cette rencontre que vous avez eue avec vos parents, avec les mentors, avec tous ces gens qui ont participé à votre éducation, vous n'auriez même pas eu conscience de vous-même. La conscience humaine naît de la rencontre avec l'autre. Si vous imaginez arriver dans un œuf, tomber sur une île et rester sur une île déserte tout seul toute votre vie, vous n'auriez même pas conscience de vous-même. La conscience de soi naît de la rencontre avec le regard des parents. Je reparlerai de cela si j'ai le temps. Enfin, je vais arrêter de faire les effets d'annonce parce qu'en général, je dis que je vais faire plein de choses et après, on n'a pas le temps d'aborder tout ça. Mais j'aimerais aborder quand même ce thème que l'on appelle aujourd'hui, au XXIe siècle, les neurones miroirs. C'est de comprendre qu'une partie de notre cerveau nous échappe. Quand je dis une partie, c'est un doux euphémisme. En fait, les 2/3 de l'activité mentale nous échappent. Ces 2/3 sont engagés quand nous sommes en rapport avec l'autre. Donc vous avez 1/3 du cerveau qui nous sert à faire des selfies, mais 2/3 qui nous sert à communiquer avec les autres. Alors, notre cerveau, c'est une évidence pour vous, peut-être un peu moins pour nos concitoyens. Notre cerveau aime le changement. Alors, évidemment, pour certains, le changement peut être une menace. Pour d'autres, c'est une opportunité. J'espère que c'en est une pour vous. Je ne vais pas rentrer dans les détails. La grande différence entre celui qui voit à travers un changement une menace et l'autre une opportunité est simplement la gestion de la peur. Pour celui qui laisse exprimer ses peurs, tout changement est une menace. Je fais ici allusion aux gilets jaunes, mais on reviendra sur peut-être ces points-là si vous voulez discuter un peu plus loin sur ce thème-là. Mais j'aimerais juste venir sur l'idée que intrinsèquement, notre cerveau, à la naissance, est peu construit. C'est la raison pour laquelle il a besoin de s'ouvrir au monde. Car l'humain a décidé d'échapper
à la dictature et au déterminisme génétique. Tous les animaux font ça, même les plantes, dans la nature. C'est-à-dire que vous construisez en fonction d'un plan de l'architecte. Ce plan de l'architecte, dans la version moderne, on appelle ça les gènes. Tous les animaux se construisent en fonction de l'acquis des parents. Merci papa, merci maman, je me construis en fonction des gènes. Donc tout animal va construire un cerveau dans le placenta, si c'est un mammifère, en fonction des acquis génétiques des parents. Et donc, quand un poulain vient naître et arrive sur cette planète, en 10 à 15 minutes, le poulain est capable de suivre la horde qui se déplace. Pourquoi ? Parce que son cerveau est construit à la naissance. En 10 minutes, il est capable de se mouvoir. Si vous avez eu des enfants, si vous avez eu des frères, ou si vous avez vu des enfants naître, vous avez vu qu'ils ne sont pas finis. Et les parents se disent, bon, ok, après l'adolescence, ça va aller mieux. Mais c'est toujours pas fini. Ils se disent, à 20 ans, c'est bon, ça va être fini. Eh bien non, il n'est toujours pas fini. À 30 ans, on se dit, il va quitter la maison. L'effet Tanguy, il n'est toujours pas fini, l'enfant. Il est là, il est présent. Parce que c'est le propre de l'humain, c'est de procrastiner dans la construction de son cerveau. Et pourquoi ? Parce que justement, il veut échapper à la dictature des gènes pour se construire un cerveau sur mesure qu'il va se tailler sur mesure en fonction de la niche, de l'écosystème dans lequel il va naître, grandir, évoluer. Si son cerveau n'est pas fini, alors il pourra, en écoutant le mandarin, parler chinois. Il n'y a pas un gène pour parler chinois. Il y a juste un gène qui va permettre l'écoute, l'audition, et ensuite construire un cerveau en fonction de cette nourriture que vous allez recevoir des autres. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, ces informations que nous allons recevoir des autres, elles auront d'autant plus d'ailleurs de pertinence qu'elles viennent d'humains et non pas de machines. Donc, l'idée que ce cerveau est une belle machine qui ressemblerait à un réseau de chez Orange est fausse. Tous ces câbles nous donnent l'idée d'un cerveau statique. La seule image qu'il faille garder de notre cerveau en tant qu'humain, si vous êtes allé à Barcelone, et ceux qui ont fait peut-être des stages en Espagne sont passés peut-être devant à Barcelone, c'est la Sagrada Familia, cette fameuse basilique, qui n'est toujours pas finie depuis sa construction. Vous voyez, il y a des grues. Eh bien, imaginez votre cerveau comme cela, avec des grues en permanence, cherchant à se nourrir. Donc le chantier, c'est à vous de le maintenir, parce que c'est le propre de notre cerveau humain. En voulant ralentir la vitesse de construction de notre cerveau, nous donnons une priorité à la transmission non plus génétique, mais transmission sociale et culturelle. C'est simple. Il fallait encore l'inventer. Ralentir un cerveau pour l'éduquer. Et finalement, une de mes parties ou une de mes activités dans le laboratoire, dans les laboratoires que je dirige, a été de démontrer, vous voyez, on ne parle pas de préhistoire ici, c'était en 2003-2004, que le cerveau humain, quel que soit l'âge du sujet, alors je vous rassure, c'est des cerveaux post-mortem qu'on débite en tranches, on attend la mort quand même, et donc quand on vous fait des analyses sur un cerveau post-mortem et que vous le débitez en tranches, vous regardez dans ce cerveau et vous trouvez des structures qui ont 85 ans, puis en grattant un peu plus loin, vous tombez sur des structures qui ont 15 ans. Vous dites, là, il y a de l'adolescent chez ce seigneur. Et là, vous apprenez que vous tenez le cerveau de Jean d'Ormesson ou de Michel Serres. Et puis, malheureusement, il y a des cerveaux où on voit qu'après l'âge de 18 ans, peut-être même avant, plus rien ne s'est produit. Donc, vous voyez combien, en fonction de ce qu'on fait avec notre cerveau, ce cerveau peut conserver un caractère juvénile, c'est-à-dire avoir une espèce de fontaine de jouvence dans notre cerveau qui produit des bébés neurones en permanence. Ça veut dire que nous avons tous dans notre cerveau un camailleux, avec des neurones qui ont 4 semaines, des bébés neurones, il va falloir éduquer, et puis d'autres neurones qu'on a depuis notre naissance. Vous voyez, c'est ça le propre de l'humain, qu'on peut illustrer par cette lithographie que j'ai empruntée à Martin Escher, vous savez, ce peintre que l'on dit être le précurseur du surréalisme. Vous avez ici cette lithographie qui montre une main qui tient un crayon. Mais que fait la main qui tient le crayon ? Elle dessine une main artefactuelle. Et que fait la main artefactuelle ? Elle modifie le géniteur. Vous voyez ? C'est ça qui est intéressant. C'est de voir que l'humain
par son imagination, c'est l'objectif de cette semaine, par sa créativité, produit des outils, produit des images, des idées, des concepts. Quand vous allez les manipuler, vous allez changer votre cerveau en retour, parce que ce cerveau chez l'humain est propice à la manipulation, au changement. Vous voyez, quand Steve Jobs est apparu, eh bien, le fait d'utiliser un ordinateur, je modifie ma mémoire, les stratégies mnésiques. Avant l'avènement du digital, on avait une super mémoire sémantique. 1515, Marignan. Quand je pose ces questions-là à mes étudiants à Harvard, 1515, ils ne savent pas. Je leur dis, vous avez 5 minutes pour aller trouver sur Google. Alors, ils vont sur leur ordinateur, ils reviennent, dithyrambique, ils me racontent tout sur François Ier. Où est-ce qu'il est né à Cognac, une ville de 22 354 habitants, parcourue par un fleuve qui s'appelle la Charente, de 354 km, qui se jette près de Rochefort, etc. J'apprends plein de trucs que je n'avais jamais su. Super. Je les convoque un mois plus tard, je leur demande qu'est-ce que je vous avais posé comme question il y a un mois. Ils ont oublié. Le premier réflexe, ce serait dire, enfin, c'est pas bien de ne pas apprendre, de retenir, c'est pas bien. Et donc je leur dis, voilà, la question c'était 1515. C'était quoi la réponse? Et ils ont oublié aussi la réponse. Alors on pourrait être plongé dans un profond désarroi, on aurait tort. Parce que ce qui est intéressant, c'est que vous vous rendez compte que quand vous rappelez la question, la réponse ne vient pas, mais si vous donnez la réponse, alors chez eux, vous activez une mémoire dite procédurale. Ils ont retenu le process, la stratégie pour trouver la réponse, mais ne se sont pas embarrassés ni de la question, ni de la réponse, parce que où que j'aille, je trouverai dans un écosystème digital qui m'entoure toujours des réponses. Ce que je dois maintenant mémoriser, ce n'est pas la réponse, mais c'est la stratégie pour trouver cette réponse. C'est astucieux, c'est comme si je faisais la découverte de la construction d'une roue, et qu'au lieu d'emmener la roue avec moi, je la laisse par terre, mais je garde les plans. Parce que où que j'aille, je peux avoir besoin de reconstruire une roue. Vous voyez? Donc une mémoire sémantique qui disparaît au profit d'une mémoire procédurale. La main qui tient un crayon, qui invente ce crayon, quand je le manipule, je modifie le géniteur. Et quand vous regardez l'histoire de l'humanité, ça n'a été que ça. Pendant 8 millions d'années, le cerveau est resté cantonné à 500 cm3. Je peux vous dire qu'avec 500 cm3, on ne fait pas grand-chose. 500 cm3, on ne peut même pas voir un match de foot et grignoter des chips en même temps. Ça serait déjà trop compliqué. Mais c'était adapté pour Australopithèque, parce qu'il vivait dans la brousse, il vivait la constance. Température nocturne et diurne, 25 degrés. Il a faim, il trouve des fruits dans les arbres. Des fois, il faut des rations protéinées, il va trouver un cadavre autour de lui. Vous voyez? All inclusive. Je ne bouge pas et on me nourrit. Donc, un cerveau de 500 cm3 peut suffire. Mais ce que vous voyez, les points A, B, C et D sont des points d'inflexion, ce qu'on appelle maintenant des événements disruptifs, les emmerdes, quoi, en gros, les problèmes. Eh bien, on tombe des arbres en A, on invente la bipédie. Alors là, ça change. L'écosystème dans lequel on vivait, fait d'arbres, de feuilles, une sécheresse, un réchauffement climatique, et nos ancêtres sont obligés de descendre des arbres et d'inventer la marche. Là aussi, sur la planète, il y avait des groupes en marche déjà. Et ils vont découvrir des contrées nouvelles, des prédateurs nouveaux. Il va falloir se défendre. Pardon, je vous ai parlé d'Erectus, mais j'ai oublié Habilis. D'abord, Habilis, lui, il manipule, il invente le feu. Il crie à table, c'est prêt. Et là, je vous renvoie à Claude Lévi-Strauss, l'invention du feu, c'est déjà une action de prendre soin de l'autre. Au lieu d'aller prendre le repas tout seul et manger de la viande crue comme ça, on crie à table, on prend le repas ensemble. Donc on est dans une communion. C'est la raison pour laquelle les religions vont reprendre cet acte très fédérateur. Vous savez, quand dans un pays on fait des statistiques, on compte le nombre de foyers, parce que ce sont des entités pertinentes d'un point de vue du partage, ce qu'on Bourdieu appelle l'habitus, c'est-à-dire la manière de consommer, d'avoir des plaisirs, de penser religieusement, politique, etc. Donc c'est une communion, un partage d'idées.
Alors, on n'est pas des centaines autour de cette table où on partage le repas. On est une dizaine, un peu moins même. Homo erectus arrive. Là, on a les groupes en marche. Les groupes sont constitués d'un peu plus d'une dizaine. Ce sont plusieurs dizaines qui vont déjà explorer la planète. C'est l'événement énorme, important, puisqu'on invente l'écriture. Là, on invente la culture, on invente la païda, la pédagogie, c'est-à-dire qu'on prend encore soin de l'autre. Vous voyez que ce sont des cercles concentriques dans le soin à l'autre qui augmentent. D'abord, le repas, on est une dizaine. La marche, on constitue des petits groupes nomades, plusieurs dizaines. On arrive là à créer des villages maintenant. On est à moins de 4500 ans avant Jésus-Christ. Vous voyez, le soin à l'autre, il est énorme. On invente l'agriculture, comme disent nos grands philosophes, et notamment Descartes, on devient maître et possesseur de la nature pour prendre soin de l'autre. Et dès l'événement contemporain, c'est le digital. Un autre saut quantitatif de soin à l'autre, puisque vous avez les réseaux sociaux, vous avez la possibilité de partager l'information. Tiens, je sais ça, eh bien finalement, je vais l'écrire sur Wikipédia, et comme ça, je le donne aux autres. Je sais comment réparer une machine à laver, je fais un tutoriel. Vous voyez, on est dans une dimension encore supérieure de soin à l'autre. Donc vous voyez le cerveau qui passe de 500 cm3 à sa taille actuelle de 1500 cm3. Il a donc été multiplié par 3. Et ce qui l'a finalement poussé à se développer ont été les événements disruptifs, les problèmes, les solutions qu'il a fallu trouver. Et c'est également parce que nous avons été de plus en plus des animaux sociaux. Nous avons été dans un rapport à l'autre qui a été sans cesse démultiplié. Et aujourd'hui, vous ne trouverez pas un épanouissement si dans toutes vos actions, vous n'avez pas une partie de vos actions qui sont tournées vers le collectif. C'est évident. On n'embarque pas les gens si on ne leur donne pas un sens, et ce sens s'il n'est pas partagé et collectif. Deuxième point, c'est notre rapport au temps. Ça, c'est mon problème. Avec l'avènement du digital, les chiffres arabes et romains de nos cadrans disparaissent et sont remplacés par des logos. Et évidemment, cette transformation-là a un impact énorme sur notre cerveau, puisque avec cet avènement du digital, un seul temps est retenu, le présent. Je veux tout de suite, ici et maintenant. L'humain bascule dans un temps, qui est le présent, avec une grande menace, c'est de se faire attraper par les algorithmes. Donc, rappelez-vous que l'avènement de l'intelligence artificielle, 1950-53, c'est la volonté, par biomimétisme, de produire au travers d'algorithmes, d'équations mathématiques, les fruits de nos activités mentaux, de notre pensée. Ça va naître de linguistes qui vont travailler avec des mathématiciens et informaticiens pour essayer de mimer sur du papier comment notre cerveau fonctionne. C'est ça l'intelligence artificielle. Donc en gros, l'humanité, en 1950, décide de déléguer à des algorithmes des activités mentales qu'on ne veut plus avoir. C'est tout ce qui est du domaine des processus automatiques. Parce que quand vous parlez de la charge mentale, et quand on parle de la charge mentale en général, c'est pour dire qu'un tel, il a pété les plombs, c'est parce qu'il a été fatigué par tous ces processus mentaux automatiques qu'on a décidé de déléguer. Donc, si on ne change pas notre façon de penser et de quitter ce moment du présentiel, alors notre plus grande menace, c'est de réfléchir comme les algorithmes et d'être ubérisé, comme est arrivé à Lycédol il y a 2 ans ou 3 ans, quand Lycédol entame sa partie contre un algorithme de chez Google, AlphaGo, et comme vous le savez, il fait sa partie, il perd, c'est le meilleur au monde du jeu de Go. On le reconvoque une deuxième fois, il joue, il perd. Il joue une troisième fois, il perd. Donc il est défait puisque le jeu de Go se joue en 5 manches. Officiellement, l'humanité est défaite à cette époque-là, mars, vous avez la date, mars 2016, est défaite à cette époque-là,
Donc nous avons été défaits devant l'intelligence artificielle. En fait, ce n'est pas tout à fait la vraie version, puisque si officiellement il a perdu, on l'a quand même convoqué pour rejouer une 4e fois, pour l'honneur, vous voyez. Et là, vous avez Lycédol qui joue dépité, dégoûté, écœuré. Il revient jouer contre sa machine et il se met à pousser les pions de telle façon qu'à chaque coup, quand vous prenez le temps de calcul sur la 4e partie d'AlphaGo, ce temps de calcul explose. C'est une autre façon de vous dire que la machine est perdue. L'algorithme se dit « Oh là là, ce coup-là, on ne me l'a jamais fait. Et celui-là non plus. Et celui-là non plus. » Et dans son référentiel, le big data, ces coups que joue Lycédol dans la 4e manche, il ne les a pas, l'algorithme. Résultat des courses, la 4e manche, Lycédol est défait. Et pourquoi l'AlphaGo est défait. Pourquoi Lycédol a-t-il gagné? Parce qu'il a fait appel, maintenant, dans cette 4e manche, à l'intelligence émotionnelle et qui a nourri cette intelligence rationnelle. Dans les 3 premières manches, il a joué de façon, comme un expert, automatique, tous les coups qu'il savait, mais ces coups-là, on ne peut les mettre dans un algorithme. Donc, il a été défait pendant les 3 premières manches quand il a joué comme un algorithme, il est ubérisé. La 4e manche, il fait enfin appel, lorsqu'il est dans les processus exécutifs d'action, à tout ce domaine de l'affect qui va aussi venir nourrir ses actions. Et là, c'est un domaine, pour l'instant en tout cas, qu'on n'est pas capable de numériser sous forme d'équation. On parle bien d'intelligence artificielle, pas d'émotion artificielle. Au mieux aujourd'hui, les algorithmes et les robots peuvent imiter, mais pas vivre les émotions, car les émotions se vivent par la chair. Elles sont, comme Épicure le disait, incarnées dans la chair. Les émotions, c'est le cri de la chair. Et c'est quand votre cerveau est connecté à votre corps, que ce corps est ému, que vos émotions et votre intelligence sera nourrie de cette dimension. Voilà un petit peu ce qui se passe d'ailleurs dans un cerveau. Ce n'était pas celui de Lycédol, mais on peut imaginer que ce cerveau de Lycédol était le même. Voilà, soumis à un bombardement de questions que vous avez en haut à droite, des questions cognitives, on lui demande de faire des soustractions, des additions, des multiplications. De temps en temps, des questions sensorielles, on lui demande, il a des fils odorants sous les narines, de me dire qu'est-ce qu'il sent, la menthe, l'anis, etc. Et vous voyez qu'en fonction de la nature des tâches qui lui sont demandées, vous avez un engagement mental. Engagement mental avec des couleurs, un code de couleurs qui correspond à la nature des questions. Donc vous voyez très bien, quand on regarde ce qui se passe dans son cerveau, il a un engagement mental très faible, très faible. Il répond en fonction des questions. Vous voyez, on a développé même un algorithme qui nous permet de dire, là, par exemple, il sentait, là, il calcule, là, vous avez les émotions qui s'éclairent de temps en temps, on lui fait entendre des cris d'une femme, et donc il a ces activités mentales qui ne se superposent pas, ce sont des états discrets du cerveau qui fonctionnent de façon automatique par rapport à la nature des questions posées. À un moment donné, je dis à ce sujet, je reviens, j'ai besoin de prendre un café. Après 15 minutes, où je l'ai bombardé de questions. Je quitte la pièce, je lui ai promis que je revenais dans 3 minutes, parce que la machine était derrière le mur. En fait, je ne suis jamais revenu dans la pièce. Le sujet va être abandonné dans la machine. Regardez dans quel état se trouve son cerveau 2 heures plus tard. Alors, il n'est pas mort, je vais mettre le film en route. Qu'est-ce que vous voyez là par rapport à ce que vous avez vu ici, où la plupart de son cerveau est blanc, donc non fonctionnel? Vous avez maintenant, 2 heures plus tard, un cerveau qui bouillonne. Que fait ce cerveau? Il a fermé les écoutilles, parce que je lui ai dit que je revenais dans quelques minutes. Au bout de 15 minutes, 20 minutes, il s'est dit, de quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est complètement kafkaïen comme monde. Parce que moi, quand je suis parti, j'ai mis une machine qui lui a posé les questions. Cette machine ne le corrige pas quand il se trompe. Ça n'a pas de sens ce qu'il fait, vous voyez? Ça n'a pas de sens. Puis en plus, il est trahi, parce que je lui ai dit que je revenais, je suis jamais venu. Donc ce sujet est abandonné dans la machine. Au bout d'une heure, il ferme les écoutilles. Et là, on est 2 heures plus tard. Vous avez un cerveau qui bouillonne, parce qu'il ne s'embarrasse plus de traiter de l'information venant de l'extérieur. Il est dans cette Imagination Week. Il est dans un cerveau qui se représente des images. Ça, c'est le cerveau qui crée. Avec ce cerveau, vous pouvez inventer un iPhone. C'est-à-dire
un objet qui vous permet de communiquer, mais aussi de prendre des photos, mais aussi de l'utiliser comme GPS, etc. Parce que là, vous voyez que tous les territoires du cerveau fonctionnent de façon concertée, coordonnée. Il y a possibilité de pensée hybride dans cette condition-là. Ah, pas avec ça. Avec ça, j'invente, si on me demande d'inventer le téléphone, j'invente un objet noir en bakélite, vous êtes trop jeune pour connaître, accroché sur un mur, et si une opératrice dans un endroit particulier me met les fiches dans les trous, je peux joindre une autre personne, pas plus que ça. Là, j'invente l'iPhone. Pensée hybride, quand enfin, je suis plus dans l'introspection que dans la réception des informations venant autour de moi. To have great ideas, have no idea, comme disait Thomas Edison. C'est-à-dire que la meilleure façon d'être créatif, c'est de savoir donner des moments où je ne suis plus à l'écoute des autres, mais je suis à l'écoute de moi-même. C'est pour ça que, vous voyez, il y en a plein qui ne sont peut-être pas venus, enfin j'espère pas trop quand même, mais qui ont dit non, je n'ai pas le temps de venir, quoi, j'ai beaucoup de boulot. Ils font leur rapport, par exemple, de stage. Vous voyez, c'est ces gens qui tirent leur chariot comme ça et qui traitent l'information en permanence, toute la journée. Ils répondent aux boîtes, aux mails, aux SMS, et toute la journée. Ils sont comme ça sollicités et ils répondent en réaction. Parce que ce que vous avez vu tout à l'heure, dans la première dimension où le cerveau était peu engagé, c'est une attention réactive. Alors que ce que vous avez vu dans la deuxième partie, qui vient 2 heures plus tard, c'est une attention introspective. Pensez à ce basculement que nous avons tous besoin d'avoir. J'ai besoin de me gaver d'informations pour être ensuite dans l'introspection. L'introspection ne s'agit pas d'aller se mettre dans une grotte et vivre le restant de sa vie isolé de tout le monde, non. Mais on a tous besoin de ces passages d'une attention réactive en attention introspective. Voilà, ce que je voudrais vous dire dans cette partie de notre rapport au temps, comme je vous l'ai dit, il y a 3 temps. Ça, c'est le passé, c'est la fonction mnésique. Je peux déclencher de l'action quand je suis informé, parce qu'avec le thème, depuis le début, c'est notre cerveau informé et j'agis. Je peux agir en fonction de l'expérience vécue, je peux agir en fonction du présent. Alors ça, c'est le monde des affects, des émois, des émotions. Je vis le présent, je suis ému. Et puis rappelez-vous ce que j'ai dit, il y a le futur. D'accord ? Les fameux lobes frontaux, les voici en rouge, c'est la fameuse boussole de Sénèque. Et donc nous avons besoin, dans nos actions, de nous nourrir de ces 3 temps. L'action dirigée par l'expérience passée, l'action enclenchée parce que je veux du plaisir, on n'est pas maso, mais aussi l'action enclenchée parce que je vois mon projet. Quand je parle ici de désir, le désir, eh bien, sachez que c'est le plus grand... D'abord, c'est grâce au désir qu'on est résilient. Alors, j'aimerais, mais je n'aurai pas le temps d'aborder avec vous, par exemple, les vertus et l'échec. Ne soyez pas accablés, ne soyez pas effondrés si vous avez des échecs. Dites-vous que ça, c'est une expérience unique que les autres n'auront pas. Donc, pourquoi il existe des vertus et l'échec ? Pourquoi nous pouvons faire preuve de résilience ? Parce que, justement, c'est cette vision à long terme qui nous permet de minorer les échecs qui sont dans le présent et de se dire, de toute façon, ça n'affecte pas mon objectif à long terme. Bien au contraire, j'en tirerai des vertus et je pourrais avoir une expérience que je n'aurais jamais acquis. Je suis toujours suspect quand je pose à mes étudiants la question, est-ce que vous avez compris ? Tout le monde me dit oui. Je me dis, oh, il ne va pas rester grand-chose dans ce cerveau. Donc, vous avez ici cette partie du cerveau qui est le porteur de désir, qui nous fait voyager dans le futur. Eh bien, sachez aussi que cette partie du cerveau qui nous fait voyager dans le futur, le désir, est un grand régulateur du libre arbitre. Comment ? Parce que le monde du présent, c'est le monde du plaisir aussi. C'est la dopamine. Et que ce monde, s'il n'est pas régulé par le désir, si je n'ai pas un projet, que j'ai des actions gratifiantes ou que je vis aux permanences, alors mon libre arbitre disparaîtra, c'est-à-dire que quand j'aurai des options à choisir, je les choisirai à l'aune de ce que je vois comme plaisir le plus grand. Et je prendrai cette option, non pas peut-être la meilleure, mais c'est celle dont la promesse du plaisir est la plus grande. Et le vrai régulateur, c'est le désir, donc c'est la sérotonine, le désir.
le désir qui est en fait, sans rentrer dans les détails de neurologie, le désir est l'inhibiteur de ces systèmes de la récompense qui ont tendance à s'emballer. Dit autrement, je vais faire très court puisqu'il me manque du temps, toute situation ressentie de gratification et de plaisir, si elle n'a pas été précédée par une phase plus ou moins longue de désir, est une situation qui vous mettra en danger, car elle vous conduira vers la disparition du libre arbitre. Et dans mes activités cliniques, je connais ça très bien, on parle d'addiction. D'addiction, non pas, je ne parle pas uniquement du tabac ou du jeu vidéo ou de jeu en bourse. Non, toute forme d'addiction où le libre arbitre disparaît. Je ne fais pas ce que je veux, je choisis par rapport à la promesse du plaisir le plus fort. Et le vrai régulateur est la dopamine et la sérotonine qui est sécrétée dans ces conditions de projet, de vision à long terme, qui viendra réguler et mettre ce système de la récompense au repos. Et là, le sujet peut jouir du libre arbitre. Je choisis avec, évidemment, une vision éclairée d'un futur. On aurait pu vous citer ici les fameux 3 présents de saint Augustin dans le livre 11 des Confessions, qui nous dit il y a 3 présents. Le présent du passé, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est les affects, c'est les émois. Et puis le présent du futur, c'est le désir. Je vais faire court là maintenant. Pour terminer sur quelques exemples, vous montrer voilà, un apprentissage sans plaisir et sans désir. J'en ai trouvé en travaillant sur les cerveaux d'enfants qui sont inscrits au conservatoire. Alors je ne dis pas que tous les enfants sont comme ça, mais on en a trouvé. Vous voyez, quand les parents les ont déposés et qu'ils ne sont plus là, les parents, on dit à l'enfant, c'est toi qui as choisi le violoncelle. Alors il a un peu timoré, il ne répond pas. Je lui dis, c'est bon, elle est partie ta maman là. Je l'ai vu dans la voiture, elle est partie. Alors là, ils se lâchent, ils disent, non, moi je préférerais rester dans ma chambre à jouer sur la PlayStation. Vous voyez, pas de désir, c'est pas lui qui a choisi. Et puis malheureusement, ça arrive, quand ils pratiquent, ils n'ont pas de plaisir. Ben, ces enfants-là, il a fallu 7 années de suivi, non pas médical, hein, ne croyez pas qu'ils soient à ce point-là, mais nous avons suivi par imagerie pour voir ce qui allait se passer dans leur cerveau. Et pendant 7 années, rien. Ils vont à l'école, au conservatoire, et rien ne se passe dans leur cerveau. Et c'est enfin, ces cerveaux-là sont des cerveaux moyens, enfin une moyenne de 40 cerveaux, d'enfants qui étaient suivis de l'âge de 7 ans jusqu'à 14 ans. Rien ne se passe, rien. Et enfin, miracle, vous avez des taches. La tache rouge, la première ici, c'est au niveau du cortex auditif. Pendant que l'enfant est allongé dans un scanner, on a un pianiste qui joue du piano, et vous activez cette région-là. Mais ça, je peux vous dire que ce n'est pas la peine d'aller à l'école. Dieu ou la nature, selon votre point de vue, avait prévu d'attacher l'oreille à cette partie du cerveau. Donc là, il n'y a pas de nouvelle compétence qui vient de naître. Mais enfin, et pendant 7 ans, on voit que ça. Un pianiste qui joue dans une salle où il y a un enfant dans un scanner, et vous ne voyez pas le cerveau bouger, vous voyez l'acquis inné, pas l'acquis, les compétences innées de ce cerveau. Enfin, miracle, au bout de 7 années de labeur, de sueur, de sang et de larmes, vous avez enfin, quand un pianiste joue, un autre territoire du cerveau qui s'active. Vous savez quelle est la fonction innée de ce cerveau? C'est la planification du geste. Donc quand l'enfant entend un son, maintenant, il mobilise aussi la planification du geste. Et c'est comme ça qu'il identifie la note, parce que la partie de son cerveau qui lui dit « tu mets tes doigts là ou là sur le clavier » lui permet d'identifier, par ce truchement de l'image, la note qu'il entend. Donc vous voyez, au bout de 7 années de labeur, sans désir et sans plaisir, on peut monter en compétence. Enfin, il faut être quand même patient. Hein. Là, je prends des personnes qui vont maintenant ne pas avoir de désir parce que je les ai convoqués pour un test en psychologie, mais ils sont venus en croyant qu'ils allaient avoir des tests de logique, des choses comme ça. Je vais dire, enfin, vous rangez vos crayons et votre gomme et votre papier, vous allez juste prendre des balles et jouer à la maison. Donc pas de désir parce qu'ils vont pratiquer une nouvelle expérience, mais ils n'avaient rien prévu, ils ne comprennent pas le sens de cette expérience qui leur est demandée. Bon, je prends ceux qui vont me dire, pendant qu'ils vont jongler pendant 1 mois, s'ils aiment bien ce qu'ils font. Et ceux qui m'ont dit, ouais, c'est pas mal, donc ceux qui ont eu du plaisir, sans désir, eh bien, vous allez attendre 1 mois pour que vous voyez naître une nouvelle compétence dans ce cerveau. Vous avez un sujet qui est allongé dans un scanner, vous avez une vidéo qui lui montre des mouvements de balles. Cette vidéo
elle produit une image sur la rétine qui elle-même envoie des informations sur le cerveau visuel. Donc, quand vous activez cette partie du cerveau par un film, une image, une vidéo, il n'y a rien de transcendantal, c'était prévu par la nature ou Dieu. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'après un mois de jonglage, vous avez maintenant aussi capté l'activité d'un cerveau, d'une partie du cerveau qui n'était pas dédiée à la vision, mais qui était, vous l'avez déjà vu, dédiée à la planification du geste. Le sujet maintenant, parce qu'il a jonglé, quand il voit une balle se déplacer, c'est ça l'objet de la vidéo, dans l'espace, il imagine lui-même où est-ce qu'il mettrait la main pour attraper la balle. Il a capté la fonction d'un cerveau qui était dédié à la planification du geste. Maintenant, cette main, elle est attachée à la rétine par le truchement de cette connexion, de ces connexions que vous ne voyez pas là, mais ces deux territoires travaillent. Vous voyez ce qu'est l'apprentissage? Quand vous travaillez, vous apprenez et comprenez, vous me transformez, vous modifiez votre cerveau. Et enfin, dernier exemple, j'ai des sujets qui ont été plongés dans la cécité, qui sont devenus aveugles, alors transitoirement, et pendant 6 mois, j'ai vanté le mérite de la cécité à ces étudiants. Je leur ai dit, c'est génial d'être aveugle, parce qu'enfin, on fait marcher notre cerveau qu'on n'a pas l'habitude de faire marcher, c'est-à-dire tout le domaine de la sphère sensorielle explose parce que, normalement, chez l'humain, il est écrasé par le visuel. Donc, si vous rendez vos yeux inactifs, à ce moment-là, vous allez avoir plus de puissance cognitive pour percevoir un monde sensoriel avec une dimension que vous n'avez pas l'habitude de faire. Vous voyez, quand quelqu'un vous a préparé un petit plat, vous dit « Allez, dis-moi ce que j'ai mis comme épice », qu'est-ce que vous faites de suite? Vous fermez les yeux pour avoir plus de puissance cognitive à ce que vous allez avoir sur la langue ou dans le nez. Eh bien, là, c'est la même chose. Je leur ai vanté les mérites d'une modalité sensorielle qui pourrait être décuplée s'ils acceptent de devenir aveugles pendant 5 jours et 5 nuits. L'expérience est conduite pendant 5 jours et 5 nuits. À l'issue des 5 jours, les non-voyants, ceux qui ont porté un masque, et les voyants se distinguent par un comportement, par une nouvelle compétence. Quelle est cette nouvelle compétence? Le sujet est invité à mettre sa main dans une boîte, à l'intérieur de laquelle vous trouvez une cible. Et quand il touche la cible, ça déclenche un bip sonore qui l'invite à retirer le doigt. 10 secondes plus tard, le sujet doit remettre le doigt sur la cible. Mais moi, entre-temps, par-dessous la table, j'ai pu tourner la cible. Cette différence que vous voyez entre les non-voyants et les voyants, eh bien, les non-voyants sont capables de discerner une rotation de 15 degrés avec le doigt. Quand vous et moi, une rotation de 15 degrés sur cette cible-là, nous dirions « ça n'a pas changé ». Eux disent « mais bien sûr, ça a changé ». D'où vient leur compétence? Vous croyez qu'ils ont un plus gros doigt? Non. Ça vient dans le cerveau. Le sujet qui a été plongé dans la cécité, c'est-à-dire les yeux sont occultés, cette partie du cerveau qui devrait travailler avec la rétine ne travaillait plus. Par contre, la région bleue, qui est dédiée naturellement, par la nature ou Dieu, au toucher, elle est évidemment débordée. Il y a plein de carnets de commandes là, qui rentrent en compte, parce que dans le noir, toute la journée, quand vous voulez manger, vous ne voulez pas vous enfoncer une paire de ciseaux dans la bouche. Donc vous devez faire attention au toucher qui va vous renseigner sur le monde qui vous entoure. Cette partie-là, qui travaille énormément, détecte qu'à côté, on ne travaille plus. Des câbles ont été jetés pour qu'on détourne cette fonction-là, non plus pour le visuel, mais maintenant pour le toucher. Les sujets mettent leurs doigts dans la boîte, et qu'est-ce qu'ils font? Grâce à cette opération-là, ils ont mis des yeux au bout des doigts. Ils ont des yeux, véritablement, puisqu'en touchant, ils produisent une image mentale visuelle. C'est comme si vous mettiez une fibre optique dans cette boîte, et vous êtes capable de dire, évidemment, 15 degrés, ça tournait. Vous voyez donc, des nouvelles compétences naissent rapidement en 5 jours, qu'à condition que le désir, pendant 6 mois, a précédé le plaisir, qui a été de 5 jours. Voilà, alors ça c'est juste... Non, j'en parlerai pas parce que je n'ai pas le temps. Dans ma dernière partie, je vais vous faire très court sur le côté cerveau social, c'est-à-dire que l'humain a développé un cerveau très particulier, qui est le cerveau collaboratif. Je vous l'ai dit depuis le départ, tous les cerveaux répondent au déterminisme génétique. Donc c'est le darwinisme, sélection, élimination, prédation. L'humain, puisqu'il est grand handicapé à la naissance, vous avez de façon consubstantielle une autre propriété qui va naître. Si vous avez un grand handicapé qui naît, eh bien, si les parents n'avaient pas porté soin
à tous nos handicaps de la naissance, nous ne serions pas là, assis dans cette salle. Nous aurions été éliminés, parce que la nature, si elle répond au darwinisme, nous sommes des grands invalides à la naissance. Et pourquoi nous nous en sommes sortis? Par l'activité humaine, propre à l'humain, nous avons inventé des dimensions que l'on va appeler compassionnelles, empathiques. Il existe une véritable anthropologie de l'altérité. L'humain, par son cerveau inachevé, a développé une grande appétence à interagir avec les autres. Et donc nos parents nous ont aidés dans notre handicap et nous ont appris et nous ont instruits, et les mentors et toutes les structures et les strates de la société participent à cela. Pour faire très court, vous avez une loi dans la nature qui est représentée par cette droite orange. En fonction du poids corporel d'un animal, vous avez un cerveau proportionnel. Voici le poids du cerveau et le poids du corps. Alors, vous avez des espèces qu'on va trouver comme l'hippopotame. Lui, par exemple, compte tenu de son poids, il s'est fait voler par Dieu. Vous voyez, il est plus bas, donc un peu plus... Il a moins de cerveau que la nature avait prévu. Je viens de recevoir le scan de Trump et il est à peu près là aussi, vous voyez. Il est là. Donc vous comprenez tout ce qui se passe maintenant. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des espèces qui sont au-dessus, par contre. Vous voyez, prenez l'humain, vu son poids médian, la nature avait prévu de nous doter d'un cerveau de 400 grammes. Or, le cerveau humain fait 1,5 kg. Vous avez maintenant compris la règle des 1 tiers et 2 tiers. 1 tiers, c'est le cerveau qui gère l'organe, le sujet. Vous voyez, tous ces animaux ont un cerveau proportionnel au corps parce que le cerveau est fait pour commander le corps. Mais l'humain et ces espèces-là que vous avez ici sont des espèces sociales, c'est-à-dire que vous avez une partie de votre cerveau, la nature avait prévu de nous doter avec un cerveau de 400 grammes, et notre cerveau fait 1,5 kg, parce que le delta que vous avez ici, le surplus de matière grise que nous avons hérité, c'est pour gérer les autres. C'est pour les aider, pour les accompagner, pour faire naître de l'intelligence collective, cette capacité que nous avons de nous glisser dans le corps des autres et de lire leurs émotions, deviner leurs intentions et agir pour eux-mêmes et pas pour nous. C'est vous voyez, des ébauches de ce cerveau social, de ce cerveau tourné vers l'autre. Vous allez le trouver chez les primates non humains. Mais j'espère que vous ne fonctionnez pas comme ça, parce qu'il y a un biais dans votre relation à l'autre. D'abord, elle est en 2 sujets, pas plus. Et deuxièmement, elle est basée sur une hiérarchie du dominant au dominé. Vous voyez, dans une image comme ça, vous savez qui est le dominant et qui est le dominé. Mais là, derrière ce téléphone, vous avez 500 sujets et tous sont traités de façon équitable. Vous avez compris pourquoi il y a cette règle aujourd'hui de réciprocité, d'équité. Ceux qui disent « Oh, l'aventure écologique, ça ne fera que passer ». Mais non, cette aventure écologique dans laquelle tout le monde veut se plonger, c'est parce que c'est un soin à l'autre, parce qu'on veut laisser une planète pour les autres, et que les autres soient moins malades, etc. Donc toutes ces aventures qui sont collectives sont faites pour être pérennes, parce que le cerveau humain n'a de cesse que de vouloir être en contact avec les autres en permanence. Voilà ce que ça donne. Comme vous avez ici un footballeur qui tombe, il met les mains sur la tête, eh bien, il fait preuve d'un grand leadership, grand charisme. Il y en a 40 000 dans spectateurs qui ont les mains sur la tête. Ce cerveau social nous pousse à imiter les autres. Et c'est comme ça que je terminerai, puisque je vous ai dit que le désir est le moteur de l'humanité, puisque c'est lui qui va nous permettre de la résilience, c'est lui qui va nous permettre d'exprimer notre libre arbitre. Eh bien, puisque je suis sur la rubrique cerveau social, sachez que le désir, votre mission à partir d'aujourd'hui, c'est d'abord de détecter autour de vous si les gens ont du désir, et s'ils ne l'ont pas, c'est votre mission de produire le désir. Car le désir est mimétique, car le désir est contagieux. Et j'en veux pour preuve cette expérience que j'aurais pu intituler « Ton désir devient le mien ». Voilà, je demande à des étudiants, vous aimez les bonbons Haribo verts? Alors, comme je n'ai pas beaucoup de moyens financiers, je ne leur donne pas des bonbons, je leur montre des diapos. Comme ça me permet de recycler les diapos. Et vous avez la note moyenne de 5 sur 10 quand le bonbon Haribo vert est montré.
Maintenant, imaginez, ce qui n'est pas sur la diapo, que le bonbon Haribo n'est pas vert, mais jaune citron. Et c'est toujours un crocodile. Eh bien, la note attribuée à ce bonbon Haribo crocodile jaune citron est de 3 sur 10. En gros, ce que me disent les étudiants, ton bonbon jaune, j'en veux pas. Et alors, vous vous posez la question, mais pourquoi vous n'avez pas goûté? Alors, ils vont tous nous dire, j'aime pas les bonbons acidulés jaunes, citron, c'est trop acide, etc., etc. Je ne rentre pas dans les détails, c'est un biais cognitif, ce qu'on appelle la dissonance cognitive, en fait. Des crocodiles jaunes citron, on n'en a jamais vu, donc si on a choisi, on préfère le vert que le jaune. Mais regardez bien maintenant cette expérience. D'autres sujets à qui je pose la question, voulez-vous un crocodile vert ou voulez-vous un crocodile jaune citron? Le vert a toujours la note de 5 sur 10, mais le jaune, maintenant, a la note de 8 sur 10. Pourquoi? Parce que simplement, une main vient d'exprimer le désir de manger ce crocodile. Et donc, ton désir devient le mien. Ce crocodile jaune que naturellement, j'ai une certaine aversion, j'en ai maintenant une appétence parce qu'un autre veut le prendre. Je ne rentre pas dans les détails, c'est les bases même du neuromarketing. Voilà. Bon, je n'ai pas le temps. Je terminerai sur cette image pour vous rappeler que, certes, beaucoup d'autres animaux ont produit des comportements sociaux. Vous avez ici le péril jaune, qui est le frelon asiatique, qui tue nos abeilles, et ces abeilles qui viennent se suicider. Elles sont en train de monter sur le frelon asiatique et se piquer et mourir, mais elles agissent par altruisme, c'est-à-dire par elles-mêmes et pour elles-mêmes. Alors que le propre de l'humain, ce serait d'avoir des gros yeux et d'agir en fonction du comportement et de la volonté de nos voisins. Et c'est ça l'empathie. C'est une activité intellectuelle que nous utilisons pour quitter notre corps, nous glisser dans le corps d'un autre et de voir le monde au travers des organes sensoriels de l'autre et non plus de soi-même. C'est pour ça que je terminerai avec ce proverbe perse qui nous dit « Si tu as 2 oreilles et une bouche, c'est pour écouter 2 fois plus que tu ne parles. » C'est pour cette raison que je vais maintenant me taire. Merci pour votre écoute. Merci beaucoup. Merci de cette conférence très inspirante qui, évidemment, n'est pas sans nombreuses questions, j'imagine, et réflexions. Pour commencer, je vais appeler les étudiants qui ont préparé l'élection de venir nous rejoindre et de débuter les questions avec vous. Asseyez-vous, je vous en prie. Tenez. Il y a une dimension, juste avant que soit commencé, il y a une dimension qui est abordée, mais très rapidement, simplement, c'est la notion d'entraînement, que vous n'abordez pas de manière détaillée, qui serait peut-être intéressant de revenir. C'est-à-dire comment est-ce qu'on continue d'avoir, quand vous allez découper à tous notre cerveau dans très longtemps, on espère, qu'est-ce qui fera que nous aurons encore des couches d'adolescents au sein de notre cerveau? Qu'est-ce qui fait qu'on aura cet entraînement-là pour pouvoir le voir? Cette notion d'entraînement est intéressante peut-être avant de commencer les questions. Alors, très rapidement, pour dire que le fruit de nos actions, de notre ouverture au monde, laisse une empreinte physique, on parle d'engramme, dans notre cerveau, et que donc l'art d'apprendre, mais de retenir, c'est aussi le sommeil, puisque pendant que nous allons dormir, nous allons rejouer toute la symphonie électrique que l'on a eue quand on cherche à comprendre. Et dans ce cas-là, le sommeil est là pour finalement entraîner, comme un peu un muscle, nos circuits cérébraux qui ont été sollicités durant la journée où nous étions attentifs. Donc pour apprendre, j'ai besoin d'être attentif, mais pour retenir, consolider, voire même comprendre, j'ai besoin des phases nocturnes où pendant 3, 4 ou 5 fois, selon la quantité de sommeil que vous avez dont vous avez besoin, vous allez avoir ce cerveau qui va s'entraîner. Et donc, c'est la production d'un flux électrique qui va, au travers d'un champ des possibles, plutôt frayer son cheminement au travers d'un circuit particulier, et on verra des empreintes de ces cheminements-là. Donc, on voit très bien un mathématicien, on voit très bien le cerveau d'un
d'un sportif dans certains circuits qui vont laisser cette empreinte qu'a laissé l'environnement sur ce cerveau-là et stimuler cette dynamique cérébrale. Voilà, parce que le cerveau est, contrairement à tous les autres organes, le seul organe à échapper à la flèche du temps. Vous avez, quand vous regardez sous un microscope la peau, les dents, les os, les muscles, vous savez quel est l'âge du sujet. Si vous regardez son cerveau, vous avez simplement l'idée de ce qu'il faisait avec. Est-ce qu'il était dans une recherche, une quête de questionnement, d'émerveillement, ou il était plutôt dans la routine? Merci, on peut débuter les questions. Bonjour, merci beaucoup pour tout ce que vous nous avez dit. Donc vous nous avez expliqué qu'un cerveau ne cesse jamais de se développer, donc il est toujours en travaux. Et vous avez évoqué les 3 types d'intelligence, donc rationnelle, émotionnelle et collective. Donc, est-ce que vous pensez que chaque être humain naît, j'ai envie de dire, avec les compteurs à zéro et que c'est avec les interactions futures que ces intelligences vont plus ou moins se développer? Ou est-ce qu'on est chacun différemment avec des ratios déjà créés de ces intelligences? Vieux débat entre l'inné et l'acquis, et c'est très bien de mettre le doigt sur ce sujet-là parce qu'effectivement, c'est un vrai problème. J'aime bien répondre à cette question, quand elle vient d'étudiants ou pas d'ailleurs, par cette analogie. Si vous devez calculer la surface d'un rectangle, est-ce que c'est la longueur ou la largeur qui est le plus important? Et en fait, la surface viendra du produit des deux. Eh bien, un humain est programmé génétiquement. Donc, certains auront une différence avec un autre parce qu'on n'a pas tous les mêmes gènes. Donc, on est programmé génétiquement pour apprendre. Ça veut dire que pour certains, l'apprentissage se fera rapidement, pour d'autres, ça sera fastidieux, mais dans tous les cas, on peut arriver au même niveau. Simplement pour certains, ça va être rapide, et pour d'autres, très fastidieux, et il y aura une notion d'effort à mettre en œuvre. Donc voilà, on est programmé génétiquement, c'est un fait, donc on n'est pas tous égaux. Mais ensuite, vous savez, le cerveau de Mozart, le génie de Mozart, tenait au fait que, certes, il a hérité de gènes qui lui ont donné des grandes compétences à la mémoire. Et vous connaissez ce qui s'est passé quand il est allé à la Chapelle Sixtine, il écoute le Miserere, et puis quand il veut voir le livret, parce qu'il est compositeur, il a 14 ans, on lui dit « Ben non, ça c'est un livre sacré, pas pour les profanes ». Il rentre dans sa chambre d'hôtel, et puis il va retranscrire le Miserere, chant polyphonique, 8 voix pendant 12 minutes. Vous calculez le nombre de gigabytes qu'il a retenu. Impressionnant. Sa mémoire phénoménale, s'est ensuite nourrie et a été le prodigue qu'on connaît, parce qu'il y avait derrière Wolfgang, il y avait Léopold. Donc il va falloir nourrir ce cerveau qui peut avoir des compétences vers tel ou tel domaine, et ensuite cette coïncidence entre les acquis génétiques et la rencontre avec l'environnement qui fera que ces compétences ne restent pas des potentiels, mais vont pouvoir s'exprimer. Merci beaucoup. Du coup, moi, j'avais une autre question. En revenant sur un des sujets que vous avez abordé au début, dans le préambule, comme vous l'avez dit, à propos du gène parler chinois. Vous avez évoqué que les poulains naissaient avec la faculté de marcher au bout de 10 à 15 minutes. Est-ce qu'aujourd'hui, ce serait possible pour l'homme ou pour n'importe quel animal de le modifier génétiquement pour qu'il soit capable d'apprendre plus vite, de marcher plus vite, d'être plus intelligent ou plus fort? Alors, justement... évidemment, il y a une question éthique qui est en oui, plein milieu. Mais on peut génétiquement, et d'ailleurs, on comprend l'autisme, on comprend le syndrome d'Asperger, à l'aune des défauts génétiques, des mutations, le défaut est un jugement de valeur, donc de mutations génétiques qui vont faire que la vitesse censée lente de construction du cerveau est, pour une raison X ou Y, plus rapide. Ça veut dire que ce cerveau va se gaver de choses qu'il va avoir dès sa naissance, un peu comme le poulain, il va avoir très rapidement une grande compétence à regarder ce qui se passe autour de lui et à compter, à représenter dans l'espace ce qu'il voit. Quand son cerveau sera ensuite confronté à la diversité et la complexité des interactions sociales, son cerveau, dans cette construction, a été trop rapide et finalement, il n'y a plus tellement de place pour pouvoir ensuite s'ouvrir encore à d'autres domaines tels que la complexité des relations sociales. Et c'est comme ça qu'on comprend toutes ces maladies psychiatriques qui sont des maladies développementales, du développement. Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire vous prenez des singes,
malheureusement ça a été fait, vous introduisez des mutations génétiques qui font que vous allez ralentir leur cerveau. Mais ces singes-là, en Chine actuellement, ont des prouesses impressionnantes. Ils sont capables d'apprendre à parler, ils sont à émettre des signaux et à parler. Ils n'ont pas l'organe phonatoire, mais ils communiquent avec une richesse du langage, en appuyant sur des écrans tactiles, en faisant des calculs impressionnants. On est là sur la planète des singes. Hein. Ça a été franchi, un peu en catimini, je pense que vous n'en étiez pas tous peut-être au courant, mais il a fallu juste introduire des gènes de la procrastination. En gros, comme en Corse, quoi, on va doucement. Vous allez donner ce potentiel à ce cerveau de pouvoir apprendre, et ces singes ressemblant assez proches à des humains. C'est quand même assez inquiétant. D'accord, merci. Et du coup, j'ai juste une autre question pour rebondir encore une fois sur ce que vous avez dit, notamment sur Lycédol et AlphaGo. Oui. Vous avez dit qu'il avait perdu les 3 premières parties parce qu'il jouait selon les techniques habituelles, la 4e étant une nouvelle technique, donc AlphaGo a été défait. Est-ce qu'il y a une 5e partie qui a été jouée dans laquelle AlphaGo a pu apprendre ce qu'a fait Lycédol dans la 4e? Oui, absolument. J'ai, pour gagner du temps, omis la 5e partie, mais vous savez que ce qu'on appelle le machine learning, l'apprentissage statistique, fait qu'on ne lui refait pas 2 fois le coup à la machine. Hein. Donc la 5e, elle dit « Attends mon coco, là maintenant, les coups que tu m'as fait avant, je les ai mémorisés, je les ai organisés et ma stratégie sera modifiée. » Donc la machine s'est adaptée. Voilà. Mais il aurait pu faire encore d'autres coups plus géniaux. Simplement, pourquoi il a gagné cette 4e? Simplement parce qu'il a laissé passer ses émotions. C'est-à-dire que son calcul lui disait « Tiens, le pion, tu le déplaces de 2 cases. » Et puis, il était dégoûté, donc il est allé un peu trop loin. Ou un autre coup, il est allé trop loin. Et la machine, a été capable de segmenter son comportement, cette analyse, et a tenu compte. Dans la 5e, il a effectivement perdu. Monsieur Liedo, merci pour votre intervention. Vous parliez d'intelligence artificielle, plutôt, c'est évidemment un grand sujet d'actualité. Je voudrais revenir sur ça, si on la considérait d'une manière non indépendante, mais cette fois-ci au service de l'humain. Pensez-vous que l'intelligence artificielle, ou même toute autre technologie, pourrait justement agir et permettre d'étendre les capacités cognitives humaines, et est-ce que ça pourrait poser des problèmes dans le futur? Excellente question, parce qu'effectivement, sur un des graphes, si vous vous rappelez, on avait, au fil des années, des millions d'années, on avait le volume du cerveau. Et vous avez vu cette courbe exponentielle. Le propre d'une exponentielle, c'est que quand vous avez une variation minime, vous avez des très grandes variations sur l'axe Y. Et là, quand on est à 1500 cm3, vous comprenez qu'on ne peut pas avoir un cerveau qui continue à se développer. Sinon, on ne pourrait plus naître par les voies naturelles. Et puis l'énergie qu'il engloutit déjà fait que cet organe qui pèse 2% du poids corporel consomme 40% d'énergie disponible, extrêmement énergivore. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On a sorti notre cerveau. Notre cerveau se retrouve maintenant, c'est ce qu'on appelle des appuis mentaux, autour de nous. Ces écosystèmes digitaux sont une partie de notre cerveau qui est sortie. Voilà. Et donc, évidemment que l'intelligence artificielle est là pour nous aider. Ce sont des béquilles sur lesquelles moi j'ai pu retenir le trajet pour venir vous voir ici. Simplement, j'ai suivi les instructions du GPS. Donc je peux me décharger de choses assez fastidieuses, mais en revanche, avoir une activité mentale qui ne pourra jamais être déléguée. Vous voyez, ça a été le principe de la délégation. On a, en créant l'intelligence artificielle, délégué des activités mentales qui sont fastidieuses pour l'humain, parce qu'elles sont automatiques, énergivores, pour les mettre dans des algorithmes et nous concentrer sur quelque chose qu'on ne peut pas déléguer, c'est la relation à l'autre. Voilà. Donc pour revenir sur les capacités cognitives, rationnelles et émotionnelles, donc je me demandais s'il y avait des limites au développement de ces capacités et si une des 3 pouvait nous faire gagner en efficacité plus que les autres. Alors, en fait, l'intelligence émotionnelle n'a pas de limite parce que c'est l'expérience du sujet. Je vais faire très court, je vais vous dire que là, on parle de l'intuition, en fait. Et c'est votre vécu qui va faire que, on appelle ça les marqueurs somatiques, votre corps est ému, vous avez des changements de pression sanguine, vous avez la pupille qui se dilate, la conductance, la pilosité, tout ça, il y a à peu près 100 marqueurs physiologiques
qui s'expriment en fonction des conditions. Mais ce sont en fait des invariants, même si le contexte peut varier. Quelques minutes après la naissance, votre maman vous allaite, vous êtes quasiment, comme on l'a dit, grand handicapé, mais la vision fonctionne un peu, surtout sur une distance de 40 cm, c'est-à-dire le contact visuel. À 2 ans, 3 ans, vous allez jouer avec les cousins dans votre chambre, vous passez les jouets, et tout se passe bien, toujours pareil. Vous revoyez la pupille dilatée comme la maman qui vous allaitait. Le jour où vous avez mordu le mamelon de votre maman pour faire une blague, vous étiez allaité, elle n'a pas aimé du tout. Vous avez senti le timbre de la voix qui devenait grave, alors que quand elle était bien, elle était au perché. Vous avez vu la pupille se refermer. Tiens, vous êtes avec les cousins, là vous disputez un jouet, et là la pupille se referme. Les premiers émois amoureux, pareil, dilaté, confiance, pupille refermée, défiance. À 50 ans, vous allez serrer la main de quelqu'un et vous allez vous retourner vers vos collaborateurs, vous dire « ce contrat, je le sens bien ». Les autres vont dire « mais comment tu fais ?»« Je le sens bien ». Eh bien, c'est l'intuition, c'est-à-dire c'est la capacité que vous avez d'être à l'écoute de votre corps, et cette capacité-là, c'est du big data. Votre corps a fait du big data. Cette pupille, il a vu, donc c'est l'invariant, dans un contexte qui varie complètement, l'allaitement, les cousins, etc., etc. Donc voilà, c'est la capacité que nous avons, nous, de stocker de l'information dans notre corps, qui n'est pas dans la mémoire du cerveau, mais dans la mémoire du corps, et qu'on va pouvoir utiliser dans des circonstances variées. Et donc c'est extrêmement fiable, dès lors que l'on a rempli un pool de données dont l'échantillonnage est à l'échelle de la complexité du monde qu'on vit. Si c'est un enfant qui vous dit à 5 ans « moi je prends mes décisions intuitives », les statistiques ne sont pas encore assez poussées, vous voyez, donc il faudra attendre un peu. Merci beaucoup, merci infiniment pour cette conférence ce matin. Merci à tous, merci aux étudiants d'avoir posé ces questions.